Timothée Duverger, je suis responsable de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Au niveau international, on a un peu les deux tendances qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, il y a une tendance autoritaire avec des risques géopolitiques majeurs, des contextes de crise, de tension impériale au plan économique, mais aussi au niveau des guerres, évidemment. C'est au niveau international, il y a cette première tendance. Mais il y a une autre tendance, effectivement, où au contraire, on voit émerger un ensemble d'initiatives. Je pense à la Corée du Sud ou au Brésil, qui ont connu un épisode autoritaire. Vous voyez, deux continents aussi différents que l'Asie et l'Amérique latine, et à chaque fois, des pouvoirs plus démocratiques, plus progressistes sont revenus. Et dans les deux cas, on remis à l'agenda des politiques d'économie sociale et solidaire qui avaient été démantelées par les régimes précédents. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. D'abord, pourquoi? Parce qu'on voit deux conclusions. La première, c'est qu'il y a un lien consubstantiel entre les démocraties libérales et le monde associatif et plus largement l'économie sociale et solidaire. Et d'autre part, rien n'est jamais perdu finalement. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que même quand on perd des élections, même quand on est attaqué, eh bien, en réalité, parce que les acteurs sont restés soudés, ont resserré les rangs, ont tissé des alliances, eh bien, ils ont réussi à réagir et à préparer aussi l'avènement d'un avenir un peu meilleur. Voilà. D'ailleurs, Edgar Morin, qui est décédé il y a peu, le disait. Il y a un grand combat entre Eros et Thanatos, finalement. Jamais l'un ne l'emportera totalement sur l'autre et reste la question de savoir quel parti on prend et de se dire que l'avenir n'est jamais écrit et que l'improbable peut arriver. Donc, et lui, il cite évidemment la Seconde Guerre mondiale où il a vécu dans une Europe qui était en réalité sous domination allemande, la résistance qui s'est organisée en France et finalement l'avènement d'un nouveau monde et d'un grand pacte social à l'échelle d'ailleurs mondiale. Donc c'est important effectivement d'avoir en tête le fait qu'on agit aussi au niveau local, mais dans un contexte global et qu'il faut interconnecter ces différents mouvements pour aussi préparer parfois des temps meilleurs, éviter le pire dans certains cas, préparer des temps meilleurs quand celui-ci advient. La première chose à dire sur les associations, c'est effectivement qu'elles traversent un contexte difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, à deux niveaux, à la fois sur un plan politique, puisqu'elles sont attaquées de deux manières, à vrai dire, puisqu'il y a une crise de confiance vis-à-vis de l'État. D'un côté, effectivement, il y a 10 ans, on parlait de la charte d'engagement réciproque, de la circulaire Valls, on inscrivait la notion de subvention dans la loi ESS de 2014. Enfin voilà, c'était un temps où on cherchait à créer des partenariats d'intérêt général entre l'État et les associations, alors qu'aujourd'hui, le temps de la défiance s'est installé avec notamment le contrat d'engagement républicain qui, au nom de la loi séparatisme, et donc voilà, face à différents risques qui sont identifiés par la République, conduit à des formes d'instrumentalisation des rapports avec les associations. Donc ça, c'est un premier élément très politique, avec derrière des risques du fait aussi de la montée de collectivités qui sont tenues par l'extrême droite, l'échéance évidemment de 2027 qui pose question. Et là, c'est tout un pan du mouvement associatif qui va être très directement attaqué. Sur le plan des politiques sociales, puisque bon, c'est quand même là qu'il y a le gros, notamment des emplois dans le champ de l'action sociale, c'est la question de mettre en œuvre, par exemple, la préférence nationale. Donc ça, pour les associations, ça va poser quelques questions sur un plan tant éthique que pratique d'ailleurs. Le deuxième élément, c'est évidemment toutes les associations environnementales, d'éducation populaire, culturelle, de soutien aux migrants, de défense des droits de l'homme, les associations féministes également. On voit la montée des mouvements masculinistes, par exemple. Donc toutes ces associations sont aujourd'hui très directement menacées. Donc il y a une question en fait qui concerne d'abord les libertés associatives. Et ça renvoie évidemment aux 125 ans de la loi sur les associations du 1er juillet 1901, où la loi sur les associations était d'abord une loi de liberté. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de permettre à deux personnes au moins de s'associer après plus d'un siècle en réalité de répression associative. Évidemment plus marqué dans des contextes autoritaires, mais enfin même sous régime républicain, c'était pas toujours évident. Donc on a une question fondamentale en fait de défense des libertés associatives qui renvoie à cette loi de 1901 et qui est une question de quel est le rapport qu'entretient l'État avec la société civile. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque qui était inattendu du point de vue de la loi de 1901, puisque la loi de 1901, en vérité, visait à développer les associations non déclarées. L'objectif, c'était plutôt de défendre des collectifs informels. Elles pouvaient être déclarées, puis elles pouvaient être déclarées et reconnues d'utilité publique. Donc il était un peu inattendu que les associations
associations prennent des activités gestionnaires en réalité. Voilà. C'était pas du tout la vocation de la loi, et même à vrai dire, à certains égards, elle visait à, sinon l'empêcher, du moins l'encadrer. Bon, il se trouve que le fait même de développer des politiques sociales, de développer un État social, dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, a amené à développer les associations, y compris d'ailleurs dans leur rôle, dans leur professionnalisation à partir de la Seconde Guerre mondiale en particulier, où bien les associations se sont fait de plus en plus employeuses en fait pour prendre en charge des politiques menées par l'État. C'est très marqué dans certains secteurs de l'action publique, hein, je pense évidemment à l'action sociale, mais ça vaut aussi pour l'éducation populaire hein, en particulier, et avec des liens très étroits d'ailleurs avec l'État, même où on voyait des fonctionnaires être détachés dans les associations, bon, des logiques en réalité de fonctionnement qui étaient quasi corporatistes. Dans certains cas, et notamment dans les associations familiales, typiquement c'était le cas. Là, il y avait un mode de régulation qu'on appelait tutélaire qui s'est mis en place dans cette période de l'après-guerre, où finalement on a mis en place des nouveaux instruments, hein, la subvention évidemment qui s'est développée, les agréments, tout un tas de procédures qui ont enrichi ce développement des associations en lien avec les fonctions de l'État social dans les domaines social, culturel, éducatif, sportif aussi. On le voit avec les délégations de services publics dans le domaine du sport, par exemple. Bon, donc, on a développé comme ça les associations. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis les années 90, 2000, il y a eu ce qu'on appelle en sciences politiques un tournant néolibéral de l'action publique, avec l'idée finalement qu'il fallait mettre en œuvre dans l'action publique des mécanismes d'ordre marchand. C'est ce qui explique notamment le développement des appels d'offres des marchés publics, et donc ça se retrouve évidemment dans les mutations du monde associatif. Et donc cette fragilisation des modèles économiques, c'est vraiment la deuxième dimension qui est attaquée dans les assos, et particulièrement aujourd'hui, puisque les difficultés budgétaires de l'État se traduisent effectivement par des coupes budgétaires qui atteignent au premier chef les associations. Il y a finalement un double renforcement des logiques autoritaires d'un côté et des logiques d'économie budgétaire de l'autre. Donc ça, effectivement, ça fait que les associations sont en grande difficulté. Alors, une fois qu'on a dressé ce constat, se pose la question de comment réagir. La première chose, évidemment, c'est de réaffirmer ses valeurs. Donc c'est un enjeu très politique, mais il y a aussi un enjeu économique, c'est-à-dire d'assumer le fait que les associations sont aussi des acteurs économiques. Il y a un enjeu, en fait, pour le monde associatif, c'est de diversifier ses activités et ses ressources. Alors, il peut le faire, effectivement, dans une logique marchande, entrepreneuriale, mais il peut le faire peut-être dans une logique plus coopérative. Travailler les coopérations en se servant du territoire comme une véritable ressource, un levier de développement. Et ça, à mon avis, c'est un vrai levier, à la fois avec les collectivités locales, qui sont également concernées par ailleurs par la baisse des dotations, et qui, pour mener leur politique publique, ont besoin en réalité de s'appuyer sur des partenaires. Donc là, il y a des logiques de mutualisation, de coopération, qui peuvent être très intéressantes. Mutualisation, mise en commun de ressources, coopération, agir en commun. Donc comment on peut travailler évidemment avec les collectivités locales pour préserver finalement un ensemble de services aux populations dans ces logiques de mutualisation et de coopération. Mais peut-être embarquer aussi plus largement les entreprises aussi. Il y a beaucoup de TPE, de PME qui ne demandent que s'engager pour leur territoire, qui veulent activer leur responsabilité vis-à-vis du territoire. Donc ça veut dire aussi les mobiliser là-dessus, que ce soit à travers des partenariats, à travers des engagements bénévoles, à travers du mécénat de compétences, à travers du mécénat. C'est toute la question de la générosité, bien sûr, qui est au cœur de cela. Et puis enfin, avec les habitants eux-mêmes, parce qu'enfin, les associations, elles fonctionnent d'abord à l'énergie citoyenne. Donc il s'agit aussi, face à la désespérance de la situation, de donner des débouchés positifs finalement à l'engagement citoyen. Et donc les associations, pour ça, évidemment, peuvent être un tel débouché, à condition évidemment de l'affirmer et de construire leur modèle de façon à le permettre. Voilà. Donc là, il y a un enjeu, me semble-t-il, très important, au niveau notamment des territoires, à reconstruire des coopérations qui finalement ne fonctionnent pas selon un mode de régulation et de coordination étatique, c'est-à-dire l'objectif n'est pas de dire tout public. De toute façon, on n'est pas tout à fait dans ce moment-là de l'histoire. Et en même temps, il s'agit de dire, non, on ne va pas vers le tout marchand non plus, c'est-à-dire un mode de régulation qui repose sur le marché et qui aboutit en réalité à la formation d'oligopoles, puisque concrètement, c'est ça qu'on voit advenir, et y compris qui peuvent aboutir à des formes d'instrumentalisation du monde associatif. On l'a vu avec tout le débat autour de ce terrain et ces initiatives en instrumentalisation de la générosité. Donc, au contraire, on peut effectivement avoir une troisième voie, finalement, qui serait un mode de coordination qui repose sur la coopération, qui concerne bien sûr les associations entre elles,
Effectivement, ça suppose de se décloisonner, de se désectoriser, d'agir pour des causes qui sont plus grandes que soi, hein, et qui débordent d'ailleurs les causes particulières qui sont les leurs. Donc ça, la question des alliances au sein des associations, à mon avis, est fondamentale, mais aussi au-delà des associations, à l'ensemble des acteurs du territoire, pour augmenter finalement, accroître la résilience de ces territoires. Voilà, je crois que c'est ça un peu l'enjeu qui est devant nous et qui va être au cœur de vos journées.